je suis Amina Baker, étudiante en deuxième année de thèse. Je travaille au Centre de recherche de Cordeliers et je vais présenter mon projet qui se focalise sur le rôle de Fanvancé dans la fibrose gingivale et la minéralisation ectopique observée dans le syndrome de Rayne. Ce travail a été réalisé sous la direction du professeur Renata Koziraki et en collaboration avec le professeur Ana Carolina Acevedo à l'Université de Brésil. Le syndrome de Rayne, également appelé la dysplasie osseuse ostéosclérotique létale, est une maladie génétique très rare avec une prévalence de 1 sur million. Ce syndrome a une forme létale et la plupart des bébés meurent dans la période néonatale par une détresse respiratoire. Il existe encore une autre forme sur laquelle je reviendrai plus tard. Cette maladie est caractérisée par une ostéosclérose généralisée, une dysmorphie faciale caractéristique, ainsi que des calcifications intracérébrales et causées par des mutations du gène Fanvancé. Fanvancé est un membre d'une famille nommée famille avec similarité de séquence 20 qui comporte 3 membres, FAN20A, FAN20B et FAN20C. FAN20A est une pseudokinase en raison de la structure de son site catalytique. Des mutations dans le gène FAN20A entraînent essentiellement des maladies dentaires et rénales connues sous le nom de syndrome Hémaïra. FAN20B est une glycane kinase qui favorise la biosynthèse des protéoglycanes. FAN20C, qui est le cœur de ce projet, est une kinase dont l'activité apparaît dans le diapo suivant. FAN20C est une caséine kinase de Golgi qui phosphoryle les résidus de sérine au niveau des motifs sérine X-glutamine phosphosérine des protéines présentes dans le sérum, le plasma ou le liquide céphalorachidien. Il participe encore à la phosphorylation des protéines présentes dans la matrice dentaire et osseuse. FAN20C est une kinase atypique. Pourquoi? Parce qu'il utilise le manganèse comme cofacteur au lieu de magnésium. Il est résistant à l'effet de staurosporine qui est l'inhibiteur classique des kinases et parce qu'il possède des activateurs connus qui sont FAN20A qui forme un complexe fonctionnel avec FAN20C et il active d'une manière allostérique dans la phosphorylation des protéines sécrétées. Et la deuxième, c'est la sphingosine qui a un intérêt particulier parce que l'analogue de la sphingosine, le fingolimod, est utilisé aujourd'hui comme un traitement pour les patients Rayne. Avant d'aller plus loin, je vais présenter en quelques mots la forme non létale du syndrome de Rayne qui nous intéresse ici. Le phénotype bucco-dentaire de cette forme comporte des anomalies dentinaires, une fibrose gingivale et une amélogénèse imparfaite. Par ailleurs, ces patients possèdent des calcifications intracérébrales et une hypophosphatémie. Cette hypophosphatémie a été associée à une activité accrue de FGF23, qui est une hormone qui augmente l'excrétion de phosphate au niveau rénal. FAN20C phosphoryle FGF23 et cette phosphorylation favorise la dégradation de FGF23 par la furine. Par contre, l'absence de FAN20C va empêcher cette dégradation et va conduire à une activité accrue de cette protéine et à une hypophosphatémie. Nous, dans ce projet, on va se concentrer sur le rôle de FAN20C dans le phénotype gingival. D'abord, nous avons analysé l'histologie de la gencive des patients contrôle et de patients FAN20C ayant deux mutations distinctes. La gencive des patients sont appelées RNS1 et RNS2. Toutes les colorations que nous avons utilisées montrent une désorganisation majeure dans la partie épithéliale et conjonctive de la gencive. La coloration d'hématoxyline et eosine montre que les invaginations épithéliales étaient irrégulières en forme et en épaisseur. Et la coloration de Masson a montré une grande désorganisation dans les faisceaux de collagène. Ces données histologiques sont compatibles avec une fibrose.
En plus, nous avons trouvé chez les patients une expression ectopique de collagène de type 1 qui n'était pas seulement augmentée dans la partie conjonctive de la gencive, mais aussi dans la partie épithéliale. Nous avons ensuite analysé l'expression de FAM20A et de FAM20C dans la gencive des sujets contrôle et RNS, et nous avons trouvé que FAM20C et FAM20A étaient exprimés dans la partie épithéliale et conjonctive de la gencive. Nous avons ensuite analysé la distribution de FAM20C dans les fibroblastes gingivaux contrôle et RNS en utilisant des marqueurs spécifiques de 6 Golgi, le HPA, et du réticulum endoplasmique, le concanavaline A. Et nous avons trouvé chez les patients contrôle une colocalisation partielle de FAM20C avec le 6 Golgi et une distribution restreinte au niveau du réticulum endoplasmique. Par contre, chez les patients, nous n'avons pas trouvé une colocalisation de FAM20C au niveau de 6 Golgi et nous avons observé une distribution forte au niveau du réticulum endoplasmique. En collaboration avec Pascal Cosette à l'Université de Rouen, nous avons analysé le sécrétome des fibroblastes gingivaux contrôle et RNS. Et nous avons trouvé 48 protéines sous-exprimées telles que la ténacine et la fibronectine et 18 protéines surexprimées telles que le collagène de type 1 et la périostine. La plupart de ces protéines sont liées à des phénomènes fibrotiques. Et ces résultats sont compatibles avec le phénotype gingival trouvé chez ces patients. Nous avons posé la question si l'augmentation de l'expression de ces protéines a été liée à une synthèse accrue. Pour cela, nous avons effectué une analyse transcriptionnelle de ces protéines surexprimées et effectivement, nous avons trouvé une augmentation de taux d'ARN messager de la plupart des protéines testées. C'est le cas par exemple de Spark, périostine, IL-6 et TGF-bêta. La plupart de ces protéines sont connues pour être régulées directement ou indirectement par la voie TGF-bêta. Et la voie TGF-bêta est une voie majeure dans les processus fibrotiques dans plusieurs organes, y compris la fibrose gingivale. Pour cela, nous avons intéressé à étudier cette voie. Et brièvement, TGF-bêta se lie à son récepteur, ce qui va activer les effecteurs intracellulaires SMAD2 et SMAD3 qui vont se transloquer dans les noyaux pour affecter la transcription des gènes cibles. Pour déterminer si la voie TGF-bêta était activée chez les patients, nous avons analysé la distribution de l'effecteur de TGF-bêta phosphosmate3 dans les fibroblastes gingivaux contrôle et RNS. Et nous avons trouvé qu'il n'y a pas une localisation nucléaire du phosphosmate3 dans les fibroblastes gingivaux contrôle. Par contre, la phosphosmate3 était détectée facilement dans les noyaux des fibroblastes gingivaux des patients. Pour confirmer ces résultats, nous avons traité ces fibroblastes avec TGF-bêta et effectivement, nous avons trouvé que phosphosmate3 était localisé dans quelques noyaux des fibroblastes gingivaux contrôle et cette localisation était plus intense dans les noyaux des fibroblastes gingivaux des patients. Pour déterminer si les résultats obtenus in vitro reflètent ce qui se passe dans la gencive, nous avons analysé au niveau tissulaire la localisation du phosphosmate3 et de l'expression de quelques protéines cibles de la voie TGF-bêta. Et en accord avec les données de l'immunocytochimie, phosphosmate3 était localisé dans les noyaux des fibroblastes gingivaux dans la gencive des patients RNS. Et que l'expression de la plupart des protéines cibles était plus augmentée dans la gencive des patients RNS. C'est le cas par exemple de Spark, périostine et vimentine. Et d'une manière inattendue, nous avons trouvé une diminution d'expression de la fibronectine qui est une protéine profibrotique et une cible de la voie TGF-bêta. Les myofibroblastes sont les effecteurs cellulaires de la fibrose et ces cellules expriment l'alphasma qui est une autre cible de la voie TGF-bêta. Nous avons examiné par Western blot le niveau d'expression de alphasma
et nous avons trouvé que alphasma était plus exprimé dans les fibroblastes gingivaux RNS et cela était indépendant de la stimulation avec TGF-bêta. Nous avons confirmé ces résultats par immunofluorescence. Et donc, les mutations de FAM20C entraîneraient une transition myofibroblastique chez les patients reins. Nous avons enfin analysé le potentiel ostéogénique de ces myofibroblastes. Pour cela, nous avons étudié la réponse des fibroblastes gingivaux contrôle et RNS cultivés dans des conditions standards ou minéralisantes. Et après 21 jours de différenciation, la coloration en rouge alizarine a montré que les formations calciques les plus importantes ont lieu en présence des fibroblastes gingivaux RNS et dans les milieux minéralisants. Donc, les mutations de FAM20C favorisent des calcifications dans des conditions minéralisantes. Par contre, les mécanismes physiopathologiques responsables de ces calcifications sont inconnus. Donc, nous envisageons à étudier la voie Wnt et la voie BMP, qui sont deux voies connues dans l'induction des minéralisations pathologiques et qui étaient dérégulées dans les ostéoblastes des souris KO FAM20C. Nos perspectives scientifiques sont de déterminer le rôle de FAM20C dans les kératinocytes gingivales et d'étudier la phosphorylation des protéines matricielles cibles de FAM20C chez les patients. Merci pour votre attention et j'en profite de remercier la directrice de laboratoire, le professeur Ariane Berdal, de m'avoir accueilli dans son laboratoire pour réaliser ce projet. Merci beaucoup pour cette présentation très technique. Je n'aurai pas de questions de fond à vous poser. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions dans l'audience peut-être? Non, peut-être pas. Un commentaire. Donc, sur la directrice du laboratoire, Madame Berdal, peut-être un commentaire. Juste un très beau travail. Très bien, super. Voilà le commentaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup.